Rebonjour, rebonsoir. Alors, euh, du coup, je vous laisse me dire qu'est-ce que ça donne. A priori, ça devrait être un peu meilleur, je l'espère. J'espère parce que je crois pas que je puisse faire tellement mieux sur cette 4G du fond de la Cambrousse. Le retour et le son est bon. Magnifique! On a tout ce qu'il faut pour marathonner en bonne conscience. Et oui, c'est vrai que vous avez été quand même assez nombreux à m'envoyer des messages pendant que je streamais pas, donc merci, ça fait plaisir de voir que ces contenus vous parlaient. Et bah, du coup, ouais, si vous aimez les streams, c'est vrai que moi je suis pas bon à cette chanson-là de YouTuber, mais vous connaissez la chanson, hein, vous pouvez partager le tweet du live, là par exemple, vous pouvez partager les replays quand ils sont sur YouTube, parler aux gens de DeFi France plutôt, ou alors de mon blog, parce que c'est vrai que maintenant mon activité de stream elle est un peu plus saccadée, on va dire, elle est pas aussi fréquente qu'avant. Donc voilà. Donc, juste, voilà, je vous le fais maintenant et après, bon, je vous respecte, je vais pas vous faire à chaque vidéo le please, s'il vous plaît, je t'en supplie, subscribe, sinon il y a un petit pingouin qui va pleurer. On n'en est pas à ce stade-là entre nous, mais voilà, vous avez l'idée. Alors, du coup, pour aujourd'hui, euh, on en parle de Sifu après, t'inquiète. Alors aujourd'hui, voilà, quelques petites, pas des règles, mais on va dire un cadre. On va faire marathon Liquidity puis Chicken Bounce. Cet ordre-là a un sens, tout simplement parce qu'on construit sur Liquidity. Et au niveau des questions, je vais vous suivre en live au possible. Je viens de dire, oui, non, j'aurais dû mettre en place le deuxième PC, mais c'est pas grave, on va faire à l'ancienne. Euh, mais la seule truc que je vous demanderais, c'est de respecter les grandes sections. Donc c'est-à-dire là, on va parler Liquidity pendant au moins une bonne heure. Si au fur et à mesure de la présentation, il y a des choses un peu difficiles ou autres, n'hésitez pas à poser des questions sur l'equity, mais on part pas dans une digression de chicken bonds au milieu de la présentation de l'equity, quoi. Euh, Encore un peu le son, il coupe. Aïe, j'espère que c'est tenable. Je vais essayer de parler un peu plus lentement. Peut-être que ça peut aider. Alors, ah putain, c'est vraiment compliqué. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Réduire l'upload en enlevant la vidéo. Ouais, on est en stream de guerre, là, je suis désolé. Alors, on peut faire ça, on peut faire ça. Je peux essayer de... allez, clac, clac. Essayer de réduire un peu la charge, grosso modo. Euh, Si j'enlève l'image, par exemple. Ok, on va essayer comme ça. Ok. Bon, je vais arrêter de me perturber et je me lance, parce que... honnêtement, je suis désolé, mais je crois que je pourrais pas faire mieux avec cette connexion. Donc, on part tranquillement sur l'Equity, protocole que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, mais qui en fait a plein de spécificités, de choses qui s'articulent entre elles, et donc en fait, je pense que c'est vraiment le genre... C'est un peu comme Curve, plus on en parle, plus on le creuse, et plus on en comprend les subtilités. Et il m'arrive, bon maintenant je vous avoue un peu moins, mais il m'est arrivé par exemple il y a encore 2 mois de cerner une subtilité sur l'equity que j'avais pas cerné euh, au gré d'une explication, une discussion avec l'équipe. Donc voilà. Et aussi toujours dans l'angle de c'est des protocoles que j'estime pertinents. Alors là, bien sûr, c'est un peu je contribue activement au projet, donc la posture est un peu différente qu'en temps normal, par exemple, quand je vous parle de curve. Mais j'ai envie de dire, la démarche est la même. Je vous en parle aussi parce que vous l'utilisiez ou pas, que vous ayez un intérêt pour le protocole ou pas, je pense que comprendre le design du protocole lui-même aboutit à une amélioration de votre compréhension de la DeFi en général, tout simplement. Ouais, je sais pas, c'est un peu. Je vais essayer une métaphore sportive, même si je suis pas très bon. C'est comme un fan de foot, j'imagine, qui va regarder comment jouent les joueurs des meilleures équipes pour apprendre des choses sur le football en lui-même. Qu'est-ce que c'est du bon football? Voilà, c'est un peu la même chose. Euh, donc, l'equity, on commence tranquille. Moi, j'aime bien maintenant partir au niveau du pourquoi et après du comment, avant de commencer à creuser. Je trouve que c'est assez pertinent comme schéma de référence. Du coup, le pourquoi, c'est peut-être là où c'est vraiment le plus critique. Le pourquoi, il est en fait assez simple. De toute la DeFi,
il y a très 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 peu de DeFi réellement DeFi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en DeFi, on a cette vision de protocole inarrêtable, qui offre des garanties extrêmement fortes à leurs utilisateurs, qui sont potentiellement complètement inarrêtables. Donc, c'est-à-dire que le seul truc qui pourrait les arrêter, c'est le réseau. S'il y a un problème sur le réseau Ethereum, bien sûr, après, il y a des protocoles à des niveaux de, de confiance, de permission, disons, requises un peu plus élevés, en fonction de ce qu'ils font. En fait, c'est ça qui est très important. Il faut corréler la résilience du protocole, sa structure de permission, à son cas d'utilisation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, vous me dites par exemple, oh, un DEX où il y a un multisig. Eh ben, je sais d'avance que c'est atroce, c'est horrible, ça pue, n'y allez pas, il n'y a aucun truc qui peut rendre ce projet viable d'aucune manière, il est condamné à mourir et à ne servir à rien. Pourquoi? Parce qu'on a déjà plusieurs DEX qui sont inarrêtables dans leur fonction principale. Donc en fait, le gars qui sort un DEX permissionné, on va dire, il sort un truc moins résilient que ce qui existe, et 99,9% du temps, aussi moins efficace qu'un Uniswap ou qu'un Curve ou qu'un Balancer. Donc en gros, ça sert à rien. Euh, donc ça, c'est une réflexion à avoir, toujours confronté au use case. Et là, je vous raconte cette histoire-là parce que dans le cas de l'equity, on est dans une situation où pour emprunter avec des Ethers ou pour avoir accès à un stablecoin sur le réseau Ethereum, il n'y avait pas de solution au niveau de résilience de l'equity. Elles étaient toutes un ordre de magnitude en dessous. Un ordre de magnitude dans le sens qu'elles ont des composants centralisés, des points, des single point of failure, comme ils disent en anglais, un point unique qui permet de faire tomber le système, et j'imagine que vous commencez à les connaître. Voilà, je vous dis ça, vous pensez lending, vous pensez maker, USDC par exemple. Ben voilà, il suffit de taper sur l'USDC et on a cassé maker. Bon, bah c'est un single point of failure. Il suffit de taper sur l'oracle de maker à l'époque, trouver une manière de le casser, et on a cassé maker. Un autre single point of failure. Donc voilà, on va pas refaire toute la réflexion sur l'analyse de la résilience, parce que bon, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Et pour le coup, je vais vous le mettre dans le chat. Il y a un article, assez fourni sur le sujet. Donc je vous mets ça si vous voulez creuser. Mais pour en revenir au pourquoi de l'equity, eh ben, tout simplement parce que avant l'equity, emprunter ou accéder à un stablecoin sur Ethereum impliquait faire confiance, prendre un risque, prendre pas un risque, prendre plus de risques que nécessaire. Après l'equity, on peut faire le même scénario d'une manière qui implique moins de compromis en termes de vous interagissez avec un protocole complètement immuable et en termes de du coup il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de changement possible de vos conditions d'emprunt. Et ça c'est aussi quand même quelque chose de significatif parce que je vais faire une comparaison avec Maker parce que c'est le mieux connu, mais je veux vraiment que les gens comprennent que je ne suis pas en train de bâcher Maker, que Maker reste pertinent dans certains cas d'utilisation, notamment par exemple un emprunt courte durée sur Ether. Mais on va y venir après. Donc par exemple, si on prend le cas de Maker, il y a des années où si vous avez emprunté sur Maker au 1er janvier et vous avez gardé votre emprunt jusqu'au 31 décembre, vous avez vu votre taux d'intérêt changer 5 fois dans l'année. C'est quand même une expérience assez atroce en tant que déposant, surtout que quand votre taux d'intérêt change, ne vous attendez pas à recevoir une notification, un mail, une nouvelle, un truc, un message à vos lettres, que dalle. Non, non, juste vous payez plus d'intérêt. Et c'est à vous de suivre le forum de gouvernance de Maker pour savoir quand et pourquoi ça a augmenté. Donc ils ont eu conscience de ça aussi récemment, et maintenant ils sont un peu calmés sur la fluctuation des taux d'intérêt des Volt, pardon, mais vous voyez que ça crée c'est aussi un point important à considérer. Et donc, bonjour Chocholito. Et donc, le comment de l'equity, comment fonctionne l'equity à un haut niveau, et bien donc, vous l'aurez compris, on a une approche fonctionnellement similaire à Maker pour l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur dépose des Ethers pour minter, il crée des stablecoins qu'il emprunte. Dans le cas de Maker, ils disent directement à la DAO, mais en fait, c'est au protocole. C'est contre le protocole qu'il emprunte. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre aussi, parce que c'est une subtilité qui est mal comprise. Euh, pour l'expliciter le plus simplement possible, concrètement, vous avez des Ethers et vous voulez emprunter des DAI. Oui, vous pouvez aller sur AV, poser des Ethers et emprunter des DAI. Et oui, vous pouvez également aller chez Maker, mettre des Ethers dans un Vault et minter des DAI. Et là, vous avez cerné toute la différence. Je n'ai pas employé le même mot.
Parce que sur AV, vous empruntez les DAI d'un autre que quelqu'un a mis en dépôt, DAI qui existent, j'ai envie de dire. Côté Maker, vous créez vos propres DAI qui correspondent à votre emprunt. Eh bien, même logique chez Liquity. Quand vous empruntez chez Liquity, il y a des LUSD qui sont créés rien que pour vos beaux yeux. C'est vos LUSD à vous, entre guillemets. Bon, c'est un schématique, bien sûr, rien ne vous empêche d'acheter des LUSD sur le marché, tout ça. Mais il faut bien comprendre, en fait, le point central que je veux souligner ici, c'est contre qui je contracte ma dette. Dans le cas d'AV, j'ai une dette en DAI au protocole AV, bien sûr, mais le protocole AV n'est en quelque sorte qu'un intermédiaire vis-à-vis d'un autre utilisateur final, un autre Brice quelque part, qui lui a posé des DAI pour faire un rendement que moi j'emprunte. Quand j'interagis avec Maker ou Liquity, c'est complètement différent, puisque j'emprunte au protocole directement, et donc il n'y a pas d'autres utilisateurs dans l'équation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'autres utilisateurs pour que le protocole fonctionne, bien sûr, il faut qu'il y ait des stakers, des apporteurs de liquidités, des arbitrageurs et tout ça, mais concrètement, votre action d'emprunt, elle se fait en toute autonomie et contre le protocole lui-même. Donc voilà, ça c'est un peu le point essentiel. Et maintenant, je vous propose de creuser tranquillement comment ça fonctionne l'equity et comment on arrive à un système qui donc, pour le redire simplement, va être fonctionnellement similaire à Maker, donc qui permet de déposer des Ethers pour emprunter des stablecoins, mais avec un très grand mais, j'ai envie de dire, qui se fait au niveau des conditions, des paramètres de cet emprunt, des modalités qui sont extrêmement différentes, et à tous les niveaux, hein, pas que des questions de résilience, question aussi, vous allez le comprendre, une orientation court terme, long terme, par exemple, qui est due à la structure des taux d'intérêt sur les deux protocoles. Mais on va y venir. Alors, je voulais juste vous mettre, je sais que j'ai quelque part un article sur l'equity aussi. Ah, mais oui, il est là. Dispo en français, donc pour tout à l'heure, si le marathon c'était pas assez. Je vous mets ça dans le chat. Alors, dans le chat, il y a une question. euh, euh, alors, les questions sur autre chose que l'equity ou chicken bones aujourd'hui, je suis désolé les gars, mais on a déjà assez au menu. Donc, on les garde peut-être à la rigueur pour après. Mais voilà, pas avant 19h, on va dire. Ok. Avant qu'on ait couvert nos deux gros morceaux. Et après, on a une question d'Ati. Je n'oublie pas ta question. Je vais en parler, qui nous pose une question sur l'emprunt minimum chez l'Equity, qui est à 1800 LUSD. Je l'oublie pas, c'est juste que je l'insère tranquillement au moment de l'explication où ça fait du sens, si tu veux bien. Donc, euh, tiens, on va peut-être commencer par la base encore mal comprise. Avant même de voir le fonctionnement de l'app, un autre truc qui est important à comprendre sur l'equity pour la décentralisation du protocole, c'est cette notion de front-end. C'est-à-dire que concrètement, contrairement à par exemple AV, où vous allez sur av.com et vous interagissez avec AV via un site qui est hébergé directement par l'équipe AV, même s'il y a d'autres services pour interagir avec AV maintenant, comme DeFi Saver, eh bien, sur l'equity, l'approche est différente puisque dès le début, il y a cette volonté de ne pas avoir de site officiel, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a les contrats qui sont déployés quelque part, et ce qu'a fait l'équipe Liquity, c'est qu'elle a fait un joli petit kit pour les développeurs de sites qui leur permettent de rapidement mettre en ligne un site pour interagir avec les contrats de Liquity. Et de cette manière, eh bien, Liquity, l'équipe, le protocole, peut ne pas opérer de site, mais comme, si vous voulez, on a beaucoup mâché le travail des gens qui voudraient potentiellement opérer un site, eh bien, ça donne lieu à l'existence d'une vingtaine, trentaine de front-end, un truc comme ça, je ne sais pas exactement. Vous les voyez sur le site officiel, là, je vous les liste. Alors, il y en a toutes les saveurs, il y en a en arabe, il y en a sur IPFS, il y en a qui rajoutent des fonctions en plus, il y a vraiment de la diversité. Et pour choisir votre front-end, un autre truc important à avoir en tête, c'est ce kickback rate. Donc ça, en fait, ça correspond aux frais que prend le front-end, mais c'est inversé. C'est-à-dire combien le front-end vous renvoie de ce que vous farmez. On parle que des liquidités de la stability pool, et on va détailler ça après. Mais donc concrètement, plus le taux est élevé, et moins ils prennent de frais, un taux à 100% veut dire qu'ils ne prennent rien. Donc par exemple, DeFi Saver ne prend rien sur les liquidités que vous farmez. Il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls. Mais comme vous voyez, les taux de retour sont quand même assez élevés. Au maximum, généralement, ce qui est pris, c'est 5%.
pour les front-ends les plus gourmands. Donc on va tranquillement utiliser un des front-ends. Pareil, je vais utiliser un front-end dans la démonstration, mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas une recommandation plus qu'autre chose, hein. Vous utilisez celui qui vous parle. Il y en a un par exemple, je crois que c'est Freely Finance, il a le mode nuit. Bon, ouais, peut-être que vous préférez les sites qui vous éclatent pas les yeux, j'en sais rien. Mais concrètement, euh, c'est bon d'utiliser des front-ends diversifiés aussi, parce que disons que si on fait ça et qu'au final 99% de nos utilisateurs, mettons, passent par l'equity.app, ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est pour ça aussi que je suis assez actif à vous dire, bon, écoute, le front-end, c'est ta cam, c'est toi qui choisis, il y a celui-là qui fait ça, il y a celui-là qui fait ça, c'est à toi de voir. Euh, et oui, on va parler à Mozo de l'equity sur L2. Euh, et alors Sébastien pose un bon réflexe, puisque tu touches du doigt un peu, j'ai envie de dire, le point, pas négatif, mais le risque de notre démarche. Bah, le risque de notre démarche, c'est que comme on fournit un kit de front-end, en soi, si tu étais un opérateur malicieux, par exemple, tu voudrais faire un full equity, tu pourrais le faire avec plus d'aisance que si tu voulais faire un faux AV, par exemple, où tu aurais à rétro-engineer l'interface. Mais oui, bien sûr, avant de lister un front-end sur notre site, on va quand même vérifier qu'il interagit bien avec le bon contrat et qu'il n'y a pas de choses bizarres dans l'histoire, qu'il n'est pas en train de vous donner ou des choses comme ça. Alors après, le site ne se veut pas autre filtre que ça, hein. C'est-à-dire que si par exemple un gars fait un front-end avec 1% de kickback, ça veut dire qu'il prend 99% des liquidités qu'il farm, mais qui respecte toute votre sécurité, votre vie privée, tout ça, pas de problème, et qui demande à être listé sur le site, il va être listé sur le site. C'est juste qu'il va être listé avec 1% de kickback rate, et a priori, les gens comprendront que c'est un front-end dangereux à utiliser s'ils veulent aller vers la stability pool. Oui, quand le frais de kickback, on va en revenir dessus, mais il faut vraiment bien comprendre que la seule chose que ça touche, c'est les liquidities farmées quand vous déposez des LUSD dans la stability pool en utilisant le front-end en question. C'est tout. Pas vos gains de liquidation, pas ce que vous gagnez en stakant des liquidities. Et aucun impact sur votre trof, ça vous prend pas de la dette en plus ou des choses comme ça. Donc, on va partir tranquillement. J'ai prévu un peu les notions principales, disons, de l'equity. Mais donc, vous l'aurez compris, il y a cette notion de trove qui s'appelle un vault chez Maker et qui est en fait, ben, en gros, le contrat avec lequel vous interagissez pour emprunter. Alors, ah oui, pardon. Dernier petit élément d'intro. Non, en fait, sur les front-end, gardez tout ce que je vous ai dit. La seule différence, c'est qu'on va utiliser DeFi Saver pour la démonstration. Encore une fois, pas par favoritisme, mais tout simplement pour une question d'une feature en plus, qui est que DeFi Saver a un mode simulation. Un mode simulation où il vous donne 100 faux Ethers, et, et vous pouvez faire comme si c'était des vrais Ethers et faire des trucs en DeFi avec, et ça vous simule un peu, ah d'accord, ça fera tant de transactions, ça va coûter tant de gaz, tu vas avoir tant de trucs, et ainsi de suite. Du coup, comme on veut faire des pseudo-transactions, ça se prête extrêmement bien à notre exercice, et ça me permet de vous montrer, quand je vous dis, bah ah, tiens, là on va minter, bah, on le minte vraiment, même si encore une fois, là on est dans une sorte de bac à sable de DeFi Saver, et bien sûr, j'ai pas 100 Ethers sur le wallet avec lequel je suis en train de streamer, c'est le mode simulation. Donc sur l'equity, vous créez un trove, ce qu'on appelle un trove. Trove, c'est ce qui vous permet d'emprunter. Euh, Là, vous pouvez le créer directement vous-même. Vous pouvez passer par un truc comme DeFi Saver qui va utiliser un proxy vous donnant des fonctions supplémentaires pour la gestion de votre position. Donc, c'est à prendre en compte. Au pire, vous pouvez toujours migrer la position, mais c'est quand même pas mal d'évaluer avant de la lancer concrètement. Qu'est-ce que vous comptez faire avec et donc de décider si vous allez la faire sur un front-end classique ou en passant par le DS proxy de DeFi Saver. Donc pour emprunter, au final, assez simple, on pose des Ethers, on emprunte des LUSD. Ok, vu comme ça, c'est assez basique, mais maintenant il y a toute cette question, comme vous pouvez le voir à droite, des paramètres et de choisir, par rapport à votre projet, à votre appétit au risque, à l'état du marché, une position cohérente. Zagato, je viens de voir ta question, je la rattrape au passage avant qu'il soit trop tard. Donc un proxy, en fait là on parle du DS proxy, c'est voilà comme un intermédiaire pour faire des fonctions avancées. C'est-à-dire qu'en fait quand tu veux faire frapper plusieurs interactions, euh,
Par exemple, mettons que tu as un Trove Liquidity que tu as ouvert déjà et que tu voudrais, bah, mettons que tu as celui que j'ai à l'écran là, tu as 50 Ethers dedans et 37 000 à peu près l'USD de dette. Et maintenant, tu voudrais, en une transaction, retirer 10 Ethers, les vendre pour des LUSD et rembourser ta dette. Et donc, tu vois, sans prendre le risque, entre le moment où tu retires les Ethers, tu fais baisser ton ratio de collatérisation, jusqu'à qu'il remonte au moment où tu rembourses. Donc, tu préfères compresser tout ça en un bloc pour minimiser ton exposition au risque. Ben, pour faire un truc comme ça, tu vois, où il y a plusieurs interactions successives, tu vas avoir besoin d'un proxy, généralement comme le DS proxy. Donc voilà, ça sert à des trucs comme ça. Mais en fait, tu as peut-être déjà DS proxy sur ton adresse sans le savoir aussi. Ça, c'est un autre point. Euh, Par exemple, si tu as utilisé OpenSea, il me semble qu'il le déploie pour toi et peut-être d'autres. Ah, vous voyez pas très bien l'écran? Je peux essayer d'agrandir un peu, peut-être, comme ça? Ouais, je peux agrandir encore un peu plus, j'imagine. On va zoomer. C'est mieux comme ça? Euh, donc voilà, le choix du proxy, c'est vraiment à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va rentrer tranquillement dans les paramètres, parce que c'est le plus important. Euh, donc sur l'equity, et c'est un des trucs les plus intéressants sur le protocole, on est sur un taux de collatéralisation minimum à 110%. Euh, donc là, c'est ce que je vous montre grosso modo à l'écran. Donc on peut quasiment emprunter, pour le faire simple, à peu près 90% de la valeur en dollars de vos Ethers à un instant T. Alors bien sûr, c'est pas une position de bon père de famille, hein. On est tout le contraire. Ouais, la qualité de l'écran. Ah, je suis désolé. Mais sinon, allez sur DeFi Saver, vous allez le voir. J'ai dû réduire un peu pour m'assurer que le stream passait proprement, à cause de la connexion un peu faible. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Donc voilà, en gros, c'est beaucoup plus permissif que Maker ou d'autres services. Bon, ils expriment les LTV différemment, mais par exemple sur Maker, on est sur 135, je crois, pour le plus bas, et pour le moins cher, on est à 190, donc quand même quasiment 2 fois moins. Euh, donc c'est un premier paramètre à avoir en tête. En termes de valeur de référence, euh, c'est à vous et votre appétit. Alors, la liquidation se fait à 110, et de toute façon, vous ne pouvez pas ouvrir à 110 directement, puisque ça serait une liquidation immédiate. Donc, vous allez ouvrir légèrement dessus. Et il y a aussi la rédemption dont on va discuter tout à l'heure. Et pour ces raisons-là, disons que si c'est votre première interaction avec Liquidity, voilà, moi je vous recommanderais à peu près comme DeFi Saver de ne pas flirter en dessous des 160-150%. Ça vous donnera de la marge de manœuvre pour pouvoir réagir si le marché vient à s'exciter. Alors, ce qui se passe quand vous créez votre trove aussi, c'est qu'il y a cette réserve de 200 LUSD qui est mise de côté. Donc ça, c'est pris sur le montant que vous empruntez. Et ça vous est restitué quand vous fermez la position, en fait. C'est vraiment juste un petit buffer de sécurité pour le liquidateur, en fait, pour s'assurer que qu'on se retrouve pas dans une situation où potentiellement votre trove puisse être bad debt, en fait, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il soit pas profitable à liquider. Comme on veut pas traîner de bad debt sur l'equity, eh bien, on a ce réglage-là. Et euh, vous voyez aussi, donc ça c'est la réserve, on va les faire un à un tranquillement. Vous voyez aussi que vous payez un frais. Donc sur l'equity, et c'est un point aussi très important, vous payez un frais de 0,5% d'initiation. Initiation donc à la mise en route du prêt. Vous voyez là à peu près 333 dollars, 333 LUSD pardon, pour 66 000 quelque chose LUSD emprunté. Donc 0,5%, une seule fois. C'est le seul frais que vous payez. Et donc c'est ça qui m'amène à dire que en règle générale, l'equity est très adapté aux positions long terme et les services qui chargent des taux d'intérêt continus, eux le sont plus pour les taux court terme, puisque bon, bah, voilà, on va faire un schéma simple. Mettons que vous êtes sur un voltmaker à taux annuel 2%, eh bien ça veut dire qu'en 3 mois avec l'equity, vous auriez payé dès le début, dès la création de votre emprunt, autant de frais. Pardon, oui, vous allez payer.
pardon, en 3 mois de Baker, vous allez payer les mêmes frais que l'equity. C'est dans ce sens-là. Donc si vous gardez la position 1 an, par exemple, eh bien sur Baker, vous aurez payé 4 fois les frais de l'equity. Aussi simple que ça, vos 2% annuels. Sur l'equity, vous aurez payé vos 0,5% d'initiation. Donc vous voyez bien que quand on se place dans un horizon 6 mois, 1 an, a priori, c'est assez clair que vous voulez éviter les taux d'intérêt et vous voulez plutôt un taux fixe. Maintenant, il ne faut aussi pas oublier l'autre côté du spectre, j'ai envie de dire, qui est typiquement, voilà, vous avez besoin de faire un emprunt pour une semaine ou deux parce que vous avez besoin de capital pour faire quelque chose, vous savez que ça va être que quelques semaines, et bien sûr, là, ça serait dommage d'aller payer les 0,5% d'initiation de l'equity pour maintenir la position de alors qu'en fait, vous pourriez aller emprunter à un endroit où il y a des taux d'intérêt annuels, et comme votre position va durer que, je sais pas, mettons un mois, ben, un mois, c'est un douzième du taux d'intérêt annuel que vous allez payer effectivement. Donc, ça reste encore pas. Donc voilà, c'est les choses à avoir en tête en fonction de votre position. Et oui, autre truc aussi quand même à garder en tête, c'est que vous voyez que votre dette totale va être légèrement plus élevé que les LUSD que vous recevez. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a les frais qui sont payés et envoyés au staker de l'equity, on va en discuter après. Et il y a votre réserve de liquidation qui est mise de côté et qui vous est remboursée quand vous remboursez votre dette. Donc voilà, c'est les principaux paramètres à avoir en tête quand vous créez un Trove. Et tiens, pour illustrer les fonctions un peu DeFi Saver, donc on va faire un peu de Trove. Donc, bon, voilà, là, on peut faire le Trove classique, j'ai envie de dire. J'ouvre un Trove juste, je mets 50 Ethers, par exemple, et j'emprunte 40 000 LUSD. Donc là, ça serait plutôt un Trove, OK, je vais emprunter sur mes Ethers, être prudent, et ces LUSD, je vais probablement aller chercher un rendement avec, par exemple. Hein. Vous avez aussi les fonctions avancées de DeFi Saver, qui vous permettent de faire du leverage. Donc ça, par exemple, ça aurait été un truc qui aurait été fabuleux à faire il y a quelques mois, moi, 1400. À c'est DeFi Saver qui va se charger de vous allez dépenser un et faire des bons comme ça. Donc, bien sûr, là, on est sur des trucs risqués. Hein. Vous voyez, même en réduisant le loyer, on reste sur un ratio de collatéral. Avec une autre je vous parlais tout à l'heure, si vous voyez en service 0,5%. Donc là, cette transaction implique des swaps de LUSD vers Ether. Et là, il y a un petit frais sur DeFi Saver qui est que bah, du coup, il va prendre 0,25% sur ses swaps. Il n'y a pas de frais sur le flash loan, heureusement. Donc ça reste quand même une manière efficace. Aïe, on a des problèmes de son. Ah, juste une seconde, j'arrive. Je vais voir si c'est pas le téléphone qui a un problème. Hop, c'est revenu. Magnifique. Ça commence à aller. Alors, je suis désolé, j'ai juste. Il faut que je m'absente une minute. Putain, c'est le marathon le plus freestyle du monde. Je suis désolé. J'arrive dans une minute.